Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et maintenant, que va-t-il se passer en Espagne et en Catalogne? Bonjour Mathieu Petithomme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne. C'est ce qu'on va essayer évidemment de comprendre avec vous ce matin. Le discours hier soir de Carles Puigdemont était très attendu. Nous constituons la République catalane comme État indépendant et souverain. Lit-on dans ce texte signé par les 3 partis indépendantistes. Mais le président la suspend en appelant au dialogue. C'est incompréhensible. C'est un aveu un petit peu d'impuissance qui montre qu'en fait le bloc indépendantiste est très clairement divisé. Il y avait des pressions internes très fortes, on l'a vu récemment, des pressions économiques. Il y a des entreprises déjà qui sont parties à Madrid, des banques, la Caixa à Valence et une autre, la Banque Sabadell aussi à Alicante. Donc, si vous voulez, ce bloc n'est pas homogène. Et puis, en fait, on a une véritable guerre d'opposition, comme dirait Gramsci, où chacun essaye de faire valoir sa position entre Madrid et la Generalitat. Mais comment on peut dire dans la même phrase, on y va, mais pas tout de suite? Alors l'idée, c'est de dire, voilà, si on avait déclaré l'indépendance unilatéralement, il y aurait une réaction très forte, il y aurait très certainement eu l'activation de l'article 155, c'est-à-dire la remise en cause de l'autonomie catalane, donc des risques très forts. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, on met la balle dans le camp de Madrid, c'est-à-dire... J'assume, selon ce que dit Carles Puigdemont, j'assume le mandat du peuple suite au vote référendaire de mener la Catalogne vers un État indépendant, c'est-à-dire il assume cela. J'ouvre un processus constituant, mais je suspends par ailleurs cette déclaration à une négociation parce qu'il dit par ailleurs, sans un dialogue, rien n'est possible. Donc l'objectif en fait c'est d'essayer de faire fléchir Madrid pour avoir un référendum pacté légal. Oui, Madrid qui n'a pas l'air d'avoir apprécié la déclaration et qui n'a pas l'intention manifestement de saisir la main qui est tendue puisque ce matin il y a un conseil des ministres extraordinaire. Dans l'après-midi, Mariano Rajoy va s'exprimer. Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui le Premier ministre espagnol? Alors c'est toute la question, c'est il est dans une position très difficile. Entre guillemets, ça aurait été plus simple pour lui qu'il y ait une déclaration unilatérale parce que là, il aurait activé l'article 155, le tribunal constitutionnel, poursuivre le dirigeant catalan en justice, ce qui s'est déjà fait avec Artur Mas, l'ancien dirigeant de la Generalitat, qui ne peut plus se présenter aux élections pendant 2 ans pour avoir organisé le référendum en 2014. Donc de toute façon, Carles Puigdemont sera très certainement poursuivi par la justice, mais là en fait il ne peut pas forcément aller si loin, donc il est obligé d'une certaine manière de négocier. S'il ne le fait pas, il va avoir l'image d'une certaine radicalité qui va ensuite servir le camp des indépendantistes, donc la balle est dans son camp. Oui, parce qu'il y a plusieurs options qui sont sur la table, celle de la destitution, celle de la dissolution, la déclaration d'anti-constitutionnalité de cette déclaration de Carles Puigdemont. Il y a aussi plusieurs recours à l'article 116 aussi, par exemple l'état d'urgence. Bien sûr, alors il y a énormément d'options sur la table, contrairement à ce que l'on dit. Ce qui se passe, c'est que la politique a horreur du vide. Il ne faut pas oublier que Mariano Rajoy est au pouvoir depuis 2011, et depuis 2011, il n'a pas vraiment traité cette question-là. En fait, il a laissé l'indépendantisme prospérer, les manifestations pour l'indépendance, les premières grandes manifestations datent de 2010, quand une partie du statut d'autonomie de 2005 a été remise en cause par le tribunal constitutionnel, puis ensuite en 2012, vous vous rappelez, lors de la fête catalane, tous les ans, en septembre, plusieurs millions de personnes. Mais pour autant, les indépendantistes ne veulent pas forcément tous l'indépendance. Ils veulent, comme toujours historiquement, imposer à l'État central une négociation vers plus d'autonomie. Donc par exemple, pour obtenir un statut d'autonomie fiscale plus avantageux, similaire à celui du Pays Basque. Donc il y a une marge de négociation. Encore faut-il négocier, et ça, le gouvernement conservateur ne le veut pas réellement parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un parti de droite et que son électorat en fait défend avant tout un nationalisme espagnol, une position assez intransigeante. Mais sur quoi on peut négocier maintenant? Parce que avant, c'était possible de faire tout ce que vous venez d'énoncer. Aujourd'hui, la donne est un peu différente, politiquement parlant. Alors en effet, justement, plus le temps passe, plus c'est difficile pour Mariano Rajoy de faire marche arrière et plus les indépendantistes poussent leurs cartes dans cette guerre d'opposition d'une certaine manière. Mais concrètement, il y a plein de manières de négocier. La plus simple, c'est évidemment ouvrir un débat sur la Constitution espagnole de 1978 qui est montrée de façon comme exemplaire puisqu'elle a permis à l'Espagne de sortir du franquisme et c'est un pacte démocratique. Mais en même temps, cette constitution est bancale. Par exemple, sur cette question de la nationalité, elle reconnaît uniquement la nation espagnole, la seule nation, mais elle donne à la Catalogne, à la Galice et au Pays Basque le statut de nationalité. Autrement dit, on dit aux gens, vous n'êtes pas une nation, mais vous êtes une nationalité. Donc c'est tout à fait confus. C'est d'ailleurs un des slogans qui avait été utilisé en 2010 dans les manifestations indépendantistes « Nosaltres decidim som una nació », c'est-à-dire « nous décidons, nous sommes une nation ». Et ça, c'est des enjeux simplement symboliques. On pourrait faire une réforme en mettant « l'Espagne est une nation de nations », ça ne changerait pas grand-chose.
ça ne coûterait pas grand-chose et ça serait possible. Mais encore faut-il le faire, le Parti populaire ne veut pas. Et puis par ailleurs, le fédéralisme permet beaucoup de choses. Il y a plein de pays dans le monde, ce sont des pays fédéraux, on peut avoir des pays confédéraux, donc il y a des choses qui peuvent être faites. Merci beaucoup pour vos lumières. Mathieu Petithomme, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1, 6h26. Europe 1.